Bonsoir, bonsoir. Bienvenue au balado Cinoche avec Maxime et Mathieu. Oh, Je me prépare pour notre adaptation française. Ouais, mais tu peux parler en anglais. Fait que... Ah oui. Ça va, Max? Ça va bien, toi? Ça va. Yes, sir. Hey, aujourd'hui, on parle de Sofia Coppola. Oui. Je sais pas si c'est ironique qu'on parle d'elle avant son père, qui est une icône du cinéma américain, on se le cachera pas. Ouais. Mais on voulait faire Sofia quand même, aller dans son cinéma qui fait différent, parce que veut pas, on se fera pas de cachette. C'est la première femme qu'on aborde depuis qu'on fait des réalisateurs-réalisatrices. Ouais. On avait déjà parlé de Lynn Ramsey ou de d'autres les réalisatrices premiers... dans les premiers épisodes qu'on a fait back in the days. Si vous voulez aller voir sur YouTube à l'époque où on était Zoom, oui. On faisait des films à ce moment-là. Mais là, les choses ont changé. On parle de réalisateurs de filmographie complète ou presque complète. Alors, avec Sofia Coppola, ça nous amène, veut pas, dans des thèmes différents aussi, d'un point de vue féminin, des actrices qui sont mises de l'avant. Oui. Et j'avais pas tout vu. J'ai fait un petit rattrapage. Je pense que j'avais juste vu la moitié. Il y a des films qui ont peut-être pas, j'allais dire pas passé à l'histoire, c'était méchant, mais tu sais qui ont le Bling Ring. Ouais, que moi j'avais pas entendu vraiment parler à l'époque où c'est sorti. Là. Le pire, c'est que je pense que je l'ai vu à l'époque, mais j'ai comme... Ça a passé. J'ai zéro souvenir. zéro. Mais tu sais, en regardant des vidéos sur... de la filmographie de Sofia, des trucs pour me mettre dedans. Il y a des images, puis je suis comme, ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça, c'était ça. Moi-même, Virgin Suicides, son premier, je l'ai vu pendant la dernière année. Saint-Soda. Ouais, j'étais pas là en 99, je devais être occupé. Tu jouais au Lego à 99. C'était une grosse année 99, hein. Il y a des gros films qui sont sortis cette année-là. Fait que, je ne peux pas tout voir à l'époque. Non. Sofia Coppola, qui a 50 ans, et fait des films depuis, justement, on a une vingtaine d'années. On avait fait des courts-métrages avant. Un peu. J'ai écouté League the Star, qui est sur YouTube, 14 minutes. Okay. C'est le seul vraiment qu'elle a... Non, elle a fait d'autres, mais les autres sont encore plus courts que ça. Elle a fait aussi... elle a été actrice. Oui. Je sais pas à quel point ça doit lui peser ou ça lui a fait mal, parce que j'ai l'impression que les critiques ont tellement été méchants avec elle. Ça a été dur. C'est pas l'actrice, on ne se le cachera pas. Là. Écoute, non, mais Parrain 3, tu sais, je l'ai vu une fois, là, très longtemps, mais il me semble que la seule chose qui me reste, c'est son jeu médiocre. C'est vraiment plate. C'est pas juste à cause de ça que le film est moins bon. Là. Je pense qu'il était moins bon aussi que les autres. Là, mais tu sais, ça faisait... C'est ça, c'est la fille du papa, et puis Amela, puis tu sais, c'est ça. Fait que j'imagine que ça l'a préparé aussi à son switch à la réalisation. Tu sais, honnêtement, je sais pas comment le monde était... C'est fait, mais tu sais, avec Virgin, de toute façon, je pense qu'elle s'est très bien placée. C'était très différent du père. Puis je pense que vu que c'était une réussite en partant, probablement. Mais tu sais, avant que ça sorte, peut-être les gens tu sais, son père, c'est son père qui produit. Oui, il produit, exact. Ouais, c'est ça. On va voir qu'est-ce qu'elle va faire, la fille. Là-dessus, se démarquer assez vite ou se détacher de ça, surtout par le style qu'elle fait. C'est un cinéma intime. On est à l'opposé de son père. Ouais. Ça reste une fille de famille pas mal parce que elle a son frère qui est souvent dans son équipe. Je sais pas si tu as remarqué dans les génériques. Là, il est comme réalisateur du Suckin Unit. Suckin Unit, fait que, donc, la deuxième unité de tournage, là, j'imagine, c'est pour aller filmer juste des plans c'est souvent de landscape. C'est souvent ça. C'est souvent les équipes shots, pas des close shots. Les acteurs sont jamais là. C'est vraiment des shots de la ville, des shots de transition qu'elle veut. Souvent, le réalisateur va mettre une liste. J'aimerais ça. Ils vont déléguer à quelqu'un à qui ils ont confiance, mais c'est une petite équipe qui sort juste donc, Romane qui est là, puis sa mère qui est une réalisatrice aussi, plus documentaire, making of, là, au fil des années, en suivant son mari, Francis Ford Coppola, dans des tournages. Elle a comme... Je sais pas si ça a commencé avec Apocalypse Now, mais son plus connu, c'est Art of Darkness, donc le making of. Ouais, c'est elle qui l'a fait. J'ai même pas cliqué. Ouais, fait que je pense que, tu sais, elle se promenait avec une caméra, tu sais, t'as qu'à rien faire pendant 3 mois, puis sûrement qu'Apocalypse Now, c'était encore plus long que ça, là. Je pense que c'était une catastrophe de tournage, même si le film est bon. Donc, elle s'est mise à filmer, puis elle l'a fait pour Marie-Antoinette aussi. Donc, tu sais, elle intègre sa famille, puis son père qui a produit quelques-uns de ses premiers films. J'ai écouté quelques entrevues avec elle, puis c'est revenu tu sais, ce que tes parents, ta famille, tu viens d'une famille de réalisateurs qui sont dans le cinéma, puis tout ça, puis tu sais, qu'est-ce qu'ils t'ont légué, puis elle a dit, c'est ma mère qui était comme
fais juste le faire. Ah, ouais. Vas-y, essaye-les. Tu sais, prends une cam, faites quoi, puis c'est bon, mais ce sera bon. Si c'est pas bon, on s'en fout. C'est sûrement le meilleur conseil. Exactement. Fait que c'est le même, je pense aussi qu'elle s'est détachée. C'est que rapidement, sûrement qu'elle est jeune, de toute façon, elle avait accès à des trucs, puis elle essayait, puis... a développé beaucoup la photo aussi. Oui, ça l'intéressait beaucoup, la mode aussi dans les années 90, avant d'être réalisatrice. Fait que photo, mode, vidéoclip. Elle a sorti avec Spike Jonze, qui faisait que des vidéoclips pendant une grosse période de sa vie. Avec qui ils se sont... je sais même pas s'ils étaient mariés, mais ça a duré quelques années à la fin des années 90, début 2000. Très début 2000. Ben, Lost in Translation est un peu inspiré dans l'histoire de son ex Spike Jonze. Donc, si on parle plus de ses films ou de ses thèmes, en fait, il y a une citation de elle que j'aimais bien, qu'elle disait « My movies are not about being, but becoming ». Fait que beaucoup les coming of age. Mes films sont pas à propos d'être, mais de devenir. Donc, puis c'est vrai, c'est beaucoup le coming of age à chaque fois, mais jamais le même univers. En tout cas, pas toujours le même univers, où des fois, on est dans une transition, mais pas nécessairement l'adolescence. Mais toujours dans une espèce de transition quand même, là, au niveau personnel des personnages qui sont entre deux chaises. Là, je sens que c'est tout le temps... puis moi, je me suis focusé sur 4 films, donc Virgin, Lost in Translation, Marie-Antoinette et The Beguiled. The Beguiled. Mais tu sais, en lisant aussi sur Somewhere, puis même Bling Ring, j'imagine que c'est des gens qui sont comme un genre de neutre dans leur vie, tu sais, qui sont comme stallés là. Puis staller, c'est un bon mot, parce que l'auto revient, tu sais. C'est vrai, ouais. Il y a tout le temps... Ils sont tout le temps dans l'auto, eux pas en mouvement, mais ils sont comme engouffrés dans cette ville-là, tu sais, puis c'est tout le temps dans cette espèce de mouvement-là vers l'avant qu'eux vont mener se starter, là, comme une batterie qui était à plat, puis qui là, c'est ça, à un moment donné, il avait genre besoin de quelque chose, mais c'est jamais, je pense, dans un truc épiphanique non plus, tu sais, c'est pas il arrive pas à la fin, puis c'est comme, je suis, tu sais, mais tu sens que ce petit mouvement-là, comme la roue a commencé à bouger, puis le film arrête. Souvent, on dirait que c'est ça. Ben, tu sais, les scènes dans une voiture, ça réunit justement son idée de la transition, comme on vient parler, puis son thème de la solitude. Donc, c'est pas toujours des gens qui conduisent, qui sont en contrôle. Hein? Sa banquette arrière, qui regarde par la fenêtre. Ils sont souvent sur la banquette. Je sais que Somewhere, lui, c'est plus lui qui chauffe. Il chauffe, mais il s'en va nulle part. Mais seul, nulle part. Exact. La solitude, c'est fou à quel point c'est très présent. Et la célébrité aussi, on pourrait dire, parce que veut pas avec son background de sa famille aussi, mais pas toujours rarement le côté glorieux de la célébrité. En fait, plutôt l'inverse. Jamais. Somewhere, c'est l'inverse totalement. Tu sais, de Bling Ring, on parle justement le côté malsain, là. L'espèce de fame un peu, de vouloir s'attacher à cette gloire-là rapide un peu. Rapide là, avec des icônes. Là, des icônes un peu, c'est ça, juste du prêt à jeter. Oui, tout à fait. Mais j'imagine, tu sais, c'est ça, si elle ne veut pas grandir avec son père, elle a croisé potentiellement plein de vedettes, d'acteurs, de gens, étaient sur des plateaux. Ben, tu sais, on l'a parlé de Godfather, mais elle a joué dans quelques petits rôles avant les années 80, quelques-uns de ses films, Rumblefish, puis un autre. Là, elle n'était pas dans Parrain 2 comme en bébé. Mais ça, elle était bébé. c'est elle qui se fait baptiser. Là. Mais mais c'est ça, je veux dire, c'est ça, fait qu'elle a croisé ça. Puis je pense que Marie-Antoinette, c'est comme le truc qui l'explique le plus du pourquoi elle a été attachée à ça, l'espèce de côté, ben c'est la princesse, fait que c'est comme un peu l'élu, elle est pitchée dans ce monde-là, mais tu sais, c'est comme elle qui est la fille de... Tu sais, par son nom, est dans une royauté hollywoodienne. Mais elle veut pas être ça, elle veut pas les codes d'en haut. Exact. Ou elle n'est pas prête. Ou elle trouve pas ça. Tu sais, fait que sûrement qu'il y avait ça quand elle était jeune, de se trouver, tu sais, l'espèce de... Ouais, j'aime la photo, j'aime filmer, mais est-ce que je suis ma propre personne ou je suis la fille de mon père? Exact. En regardant Marie-Antoinette, tu sens que c'est exactement pour ça qu'elle l'a fait, là. Oui, ben j'imagine, là. Tu as dit, tu sais, c'est... elle parle beaucoup de la célébrité, mais je vais dire gens privilégiés parce que ça englobe un petit peu plus large, mais ça a souvent l'air des gens privilégiés qui sont là.
Puis ils ont comme des problèmes où, en fait, certaines critiques qui venaient du côté, tu sais, c'est un peu first world problem, là, tu sais, l'espèce de... ouais, y a-tu des vraies critiques? Ben non, mais tu sais, des gens, des fois, qui sont un peu, ben, tu sais, ces histoires, de toute façon, ces histoires sont minces, entre guillemets, mais on pourrait revenir. Oui. Ce qui est vrai et pas vrai, mais je comprends cette critique-là. Mais ça l'amplifie le côté que, ben, c'est des gens qui ont pas de raison d'être pas heureux, mais... Mais c'est ça, tu sais, c'est souvent l'espèce de côté, ben c'est pas parce que j'ai de l'argent, j'ai une reconnaissance que ma vie va bien, ou tu sais, que je suis heureux. Ça a l'air cliché de dire ça, on l'entend tellement souvent. Mais c'est parce que, tu sais, je mettais, mettons, gens privilégiés pour rentrer Virgin Suicide, mettons, là-dedans. Ouais, ben oui. Une famille de 5 filles, même, mettons, quand même aisées. Même de Big Al, parce que... C'est pas nécessairement de. Tu sais, ils sont pas riches, mais il y a quelque chose d'un peu aisé dans l'espèce d'école-là. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est. En fait, c'est un roman. Oui, vas-y, parce que moi, je le connaissais pas avant, il y a quelques secondes. Puis on va quand même y consacrer un bon bout. Oui, c'est ça. Donc, Big Al, c'est son avant-dernier film, je sais pas, 2017. Elle a gagné la réalisation à Cannes. Oui, on va dire tout de suite, c'est la deuxième femme à remporter ce prix. J'ai noté. Tu l'avais-tu, toi? La première femme. Ouais, je l'ai pas noté, mais je suis allé le lire. Là. Yulina Solntseva, 1961 pour Chronicle of Flaming Years. Ouais, c'est une russe. Oui, Big Al, mais en fait, qui est un roman qui a déjà été adapté avec un certain Clint Eastwood. Oui, par Don Siegel. Elle avait vu le film. Elle avait été intriguée, puis... je ne l'ai pas vu, j'ai pas trop lu sur ce film-là, mais de la manière qu'elle dit, puis de ce que je me doute des années 70, c'est que le film était très axé sur Eastwood. Ouais. Et tandis que... C'est une vedette à l'époque aussi, fait qu'ils l'ont mis de l'avant. Ils l'ont mis de l'avant, puis là, elle voyait plus, c'est l'histoire de... C'est ça, c'est pendant la guerre civile. On est dans le sud des États-Unis, il y a une espèce d'école... puis dans une maison privée. C'est pas trop clair, c'est comme un genre de truc. Petit pensionnat très privé, là, avec 5 élèves. Là. En fait, c'était qui était plus, mais là, avec la guerre, il y en a plein qui sont repartis dans la famille. Mais elle, les 5 jeunes demoiselles, puis Nicole Kidman, qui est comme la propriétaire, directrice, là, c'est pas clair son rôle, mais genre de directrice propriétaire. Et Kirsten Dunst, qui est de l'enseignante. Et c'est ça, ils vont accueillir un soldat blessé et ça va comme un peu... changer la dynamique, l'espèce de côté c'est ça, toutes les filles qui là ils voient un homme, puis là il y a comme la séduction, la jalousie, la peur aussi, tout rentre là-dedans. C'est Colin Farrell qui joue donc c'est ce rôle-là. Puis là je me rappelle même pas pourquoi je suis parti là-dessus, mais tu disais monde privilégié. C'est ça, c'est l'idée que c'est ça, ils sont comme dans une grosse maison à étudier des trucs. Tu te dis pour ces années-là ça va être quand même bien là, c'est pas comme l'idée qu'on se faisait des écoles de rang ou en fait pas d'école aussi à cette année-là. On peut commencer avec son premier film puis de peut-être creuser un peu dans Virgin Suicide en 1999. Oui. C'est pas lourd comme film, mais les sujets sont lourds. Ouais, j'en parlais. C'est pas clair, là, j'essaie de le vendre à quelqu'un, puis je suis comme, j'écoute ça, c'est vraiment bon. C'est quoi? C'est comme 5 sœurs qui vont finir par se suicider. Mais c'est pas si dark. C'est quand même un peu... c'est quand même un peu coloré, touche d'humour, l'humour noir surtout. C'est pas comme... On les voit pas se suicider, mais c'est comme... mais tu sais... mais je trouvais ça intéressant. Là, c'est aussi un roman. Oui, exactement, du même nom de 1993. 1993, fait que c'est quand même rapproché. Oui. C'est sûr que là, c'est ça, ce que j'aimais là-dedans, mais il y a comme ces thèmes, tous ces thèmes visuels aussi là, qui sont là. Tu sais, l'espèce d'utiliser la pastel, les couleurs pastel, mais délavées. Oui, exactement. Pas très contrasté. Là. C'est ça, c'est vraiment spécial. Fait que t'as l'impression de... Tu vois la couleur, mais t'es pas comme surchargé bonbon. Cette différence-là entre les deux trucs, il y a bien du monde qui semblait dire que ça amenait ce côté-là un peu... de rêve. C'est pas du rêve à la Lynch, mais cette espèce de côté-là un peu de flottement pour amener l'idée que ces personnages-là, justement, flottent dans une période pas claire.
C'est coloré, mais ces couleurs-là, ils ressortent pas tant. C'est ça, exact, ouais. L'éclairage naturel aussi, là, qui aide ça, là, qui est pas trop brut, là, qui peut être très douce, là. Ouais, non, ça, c'est une de ses forces qui vient vraiment de ses années de photographe, là. Ça a dû aider. Énormément aidé. Mais toi, t'as vu ça comment, les thèmes de ce film-là? Parce que moi, ça m'a vraiment parlé. Puis, tu sais, je l'avais vu à l'époque, puis je pense pas que j'avais tant catché dans ma jeune innocence masculine. Mais là, je trouvais ça intéressant parce qu'elle a elle passe un propos. Tu sais, puis c'est ça, on va revenir sur les gens disent des scénarios minces, passe à rien. Oui. Mais tout est dans le pourquoi, c'est ça. Pourquoi c'est mince, tu sais, surtout dans celui-là, parce que c'est l'histoire de 5 jeunes filles qui se sont suicidées. Fait qu'ils vont pas bien, mais on les voit jamais vraiment mal aller. Non, exact. Parce que le film est raconté par un homme. Par une gang de gars du même âge qui sont fascinés par elle. Par leur beauté. Il est trop belle, il est trop intrigante, mais exactement. ils vont souvent les observer au bord de la rue, qui connaissent pas tant, tu sais. Ils rentrent rarement en contact, ils vont dans un petit party un peu malaisant. Aussi que les parents, surtout la mère, les gardent renfermés, tu sais, d'une famille très religieuse. Ouais, il y a quand même une certaine rigidité là, dans l'éducation, ça c'est sûr. Là. C'est rigide. C'est les années 70. Là. Ouais, c'est ça, on a oublié de le mentionner. Fait que c'est juste, c'est comme leur mal-être à travers ça, leur crise existentielle. Même s'ils ont des aventures amoureuses, ils ont l'air comme en paix, ça va quand même pas empêcher ce qu'on nous annonce dès le début du film, parce que c'est pas un punch. Ouais, c'est pas un spoil. C'est pas un spoil. En même temps, le film s'appelle The Virgin Suicides avec un S. Mais tu sais, t'es vois tout à semi-heureuses. Ouais. Puis ça arrive quand même comme si peut-être qu'on les a pas plus compris, nous autres non plus, comme spectateurs. T'sais. Moi, je l'ai vraiment vu. Puis tu sais, là, avec tous les mouvements aussi qu'on a depuis plusieurs années, il y a cette espèce de côté-là. C'est vraiment le regard de... C'est un monde d'hommes qui comprennent pas les femmes, puis qui les regardent, qui les trouvent belles. Ouais. Intéressantes, drôles, mais qui les comprennent pas, qui veulent... Je vais dire qu'ils veulent pas les comprendre, mais c'est peut-être pas d'une manière... volontaire ou méchante, mais il y a quelque chose, parce qu'il arrête pas de dire... il y a une voix off qui est faite par Giovanni Ribisi. Oui, c'est vrai. Qui va jouer dans Lost in Translation. Puis tu sais, c'est tout le temps ça. Comme, on n'a jamais compris, on comprenait pas. Puis... Parce qu'il ne faisait qu'à les regarder. C'est ça qui arrive. Il n'était que des objets d'être souriantes, belles, blondes. Fait que c'est comme, mais c'est sûr que tu n'as pas compris leur drame. Tu n'as jamais parlé avec eux autres vraiment. Puis il y a tout ce sous-texte-là. Puis tu sais, la Cecilia, puis ça, je pense que c'est la première, ça. La première, mais sa phrase. La première, la phrase, je pense que c'est la plus belle ligne de dialogue de tous ces films, mais qui doit être dans le livre, en fait. Là, mais c'est quand elle fait une tentative dès le départ, elle va au médecin, puis là, le médecin qui prend tout le cadre, juste comme de dos, puis comme, ouais, ma petite fille, t'es bien trop jeune pour savoir que le monde, c'est de la merde, tu sais. Puis elle a fait clairement, vous n'avez jamais été une petite fille de 13 ans. J'ai fait comme... c'est puissant quand même comme phrase, effectivement. Non, ça, c'était fort. Puis tous ces thèmes de couleur, le bleu. Ouais. Tu sais, quand justement la Cecilia est en train de dire cette phrase-là, les murs sont verts, tout est comme un peu verdâtiche, puis elle a la robe bleue d'hôpital. Ça signifie tant l'espèce de côté de dépressif, le côté plus dark, mais à la fin, elle veut les codes. Ouais. Ben justement, le vert est plus côté de la mort, puis tout ça, c'est rarement le cas là, que le vert va être utilisé de cette façon-là, tu sais. Ouais, mais moi, je pense que c'est plus l'idée que le vert revient à la fin quand ils sont morts, pas vrai? Mais en théorie, ça peut être bleu si on suivait le code, mais là, c'est plus l'idée que c'est justement personne comprend leur drame, puis c'est comme, voyons... Il était des belles femmes, il était joyeuse. Puis, elle pète le code parce qu'elle est juste comme, vous en foutez, deux autres. C'est ça. Je trouve ça intéressant dans les subtilités de son truc. C'était assez bien punchy, cette affaire. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, il y a quand même des codes du coming of age plus classique ou, film d'ado avec Josh Hartnett qui fait quasiment un premier rôle. Tu sais, le beau gosse qui marche dans le couloir avec les casiers. Il y a un bal, ils s'en vont danser. Les plus beaux cheveux. Oui, les beaux cheveux. Tu sais, une ride en char, sont tous les uns sur les autres. Puis, tu sais, il y a comme ce côté-là, mais c'est vraiment pas comme un film de John Hughes, là. C'est tellement
tellement pas le même propos qu'il y a une espèce de clash tout de même, tu sais. Ouais, ce serait plus Pretty in Blue. Ouais, Pretty in Blue, ben, tu sais, c'était une de ses inspirations aussi, surtout 16 Candles, qu'elle aime beaucoup ces films-là. Ça l'a inspiré, mais avec des thèmes beaucoup plus dark, tu sais. Ouais. Puis la musique aussi, l'importance de la musique, on peut déjà en parler parce que, tu sais, elle a des fois des bandes originales qui sont faites par, tu sais, là, c'est Air qui fait la musique, là, le groupe français, mais il y a aussi souvent des tunes punchées là, qui vont être connues, là, du répertoire rock pop populaire, tu sais. C'est une fille que la musique fait partie de sa vie, puis... ouais, c'est ça. Pour l'avoir vu aussi en entrevue, elle a fait beaucoup de trucs, elle expliquait, tu sais, la manière qu'elle scénarisait, puis je trouvais ça intéressant. Ouais. Mais la musique vient quand même aussi assez vite, un peu comme un Scorsese, là, en écrivant un scénario, des fois, il dit « mais cream ». Ouais, c'est ça. Parce qu'elle, c'est... Tu sais, son but, c'est tout le temps de... Vu qu'elle fait un peu des trucs sans histoire, mais c'est le temps de comment je peux montrer le plus d'affaires possible sans qu'il y ait de dialogue, sans qu'il y ait d'affaires, sans tout. Fait que pour elle, la musique, c'est une arme extrêmement fort qui va arriver pour l'aider quand, mettons, là, les thèmes de... Ça fait des couleurs, des affaires, le cadrage. Puis, elle peut juste mettre un peu de musique, puis ça va comme... Tu sais, c'est ça. C'est juste un autre arme qu'elle aime utiliser. On va poursuivre avec Lost in Translation. Oui. Donc, son film le plus connu, peut-être son meilleur. En fait, pour moi, assurément. Assurément. C'est un hit, tout marche. Et elle a toujours eu du bon monde, puis tout le monde joue bien dans tous ses films. Mais là, il y avait quelque chose qui a frappé fort. Scarlett Johansson, Bill Murray, il y a comme une chimie, il y a comme quelque chose qui est comme pas tant improbable, mais c'est comme... Mais ces deux personnages de même, tu sais, que dans le film, je veux dire, ils se rencontrent, puis ils se connaissent pas, puis il y a comme cette différence d'âge-là. C'est quoi? C'est une histoire d'amour? C'est une histoire d'amitié? On le sait pas. Mais l'ambiguïté est fun. Est vraiment le fun. Les deux sont bons dans cette ambiguïté-là. Il y avait quelque chose que je pense toute l'équipe était sur le décalage pour vrai. Fait que, tu sais, Scarlett, on en a parlé en entrevue que elle a trippé, mais elle a dit qu'il y avait quelque chose de off. Tu sais, elle a dit « je me sentais off », puis elle a dit... Sauf que c'était ça que mon personnage vivait. Fait qu'elle a dit, je l'ai juste comme laissé aller. J'ai pas essayé de mieux aller. Fait qu'elle a dit, tu sais, mon souvenir est un peu teinté que des fois, elle avait, pour vrai, des moments de solitude, puis elle se sentait pas bien parce que je pense que Bill, je sais pas si c'était comme voulu, mais ils ont fait exprès qu'entre les takes ou entre les trucs, ils passaient pas de temps ensemble. Je pense qu'ils voulaient vivre cette espèce de on est comme dans nos chambres. On va filmer, on se retrouve. Okay. Puis là, pour aider la scène. Ouais. C'est ça. Puis elle avait 18, là, je pense, au tournage. Là, fait qu'il y avait ce côté-là de comme. Oui, c'était un bout qu'elle a commencé quand même assez jeune à filmer, mais je sais pas, d'arriver à Tokyo, de pas avoir de repères. Ça a clairement aidé le film. Bill Murray in and out. Qu'est-ce qui se passe? Oui. L'Oscar pour de scénarisation, meilleur scénario pour Sofia Coppola. Il y avait des nominations aussi de meilleur film, meilleure réalisation puis meilleur acteur. Pour Bill Murray. C'est un film tellement accrocheur dans sa non-histoire. Tu sais. C'est juste, tu feels le film, là, parce que, comme tu dis, là, c'est ambigu, mais ils sont tellement seuls, ces deux personnes-là, à part, et ça prend du temps avant qu'ils se rencontrent. Là, ça prend une bonne demi-heure. C'est 32 minutes. 32 minutes avant qu'il y ait une scène ensemble qui parle ensemble. Oui, la première fois qu'ils se parlent. Au bar, là. Parce qu'il y a la voix dans l'ascenseur, elle le voit pas vraiment. Elle le voit, mais ça rappelle plus. C'est ça. Elle paye un drink. Elle paye un drink, j'ai regardé, le premier mot que j'ai mis pause, c'est 32 minutes, quelques secondes. Elle n'a pas peur de prendre son temps. Excuse-moi, mais il ne se présente jamais. Hein. Ah ouais? Ils se nomment pas? Quand il se parle à 32 minutes, c'est pas hey, « Salut, je m'appelle ça », non, c'est « il paye un verre », puis... Ouais, non, c'est vrai. Ça part, puis il parle. Fait que, c'est ça. Elle prend le temps, c'est ça de... Elle aime expliquer un peu, justement, les personnages, pas nécessairement par les dialogues, juste le plan de Scarlett Johansson, comme quasiment dans le vide, parce qu'elle est sur le bord de la fenêtre, tu sais. Ou Bill Murray qui est comme... dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur, entouré de personnes vraiment claustrophobiques, ou on revient à Scarlett qui est perdue dans la ville, en traversant la rue, puis, tu sais, elle se perd dans le décor. Il y a vraiment un jeu de ping-pong là, entre les deux qui est vraiment le fun, qui n'a pas beaucoup de dialogue, mais tu t'emmerdes pas, tu sais. Oui, ben, c'est ça, c'est vrai ce que tu dis. Tu sais, Bill Murray, il représente vraiment le côté claustrophobe, que la ville l'étouffe.
Tandis que l'autre, elle est perdue dans sa vie. Elle sait pas ce qu'elle fait. Elle est comme aux études, mais elle suit son chum photographe. Oui. Mais tu sais, ils sont vraiment pas au même stade. Là. Oui, puis c'est ça. Puis elle est comme triste que son chum travaille. Puis comme, il est venu pour shooter. Mais je comprends que, tu sais, il vient shooter des rockstars. Fait que c'est sûr qu'il traîne avec eux. Puis, tu sais, il se laisse embarquer. Bon, je comprends. Mais tu sais, il part le matin, il m'envoie une photo. Puis là, OK. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est ça comme. Puis je la blâme pas. Mais il y a ce côté-là que qu'est-ce que tu fais? Comment je t'osais c'est ça. Elle est perdue dans l'immensité de cette vie-là, puis l'autre, il est comme. L'autre est étouffé dans une carrière qui est peut-être un peu en pente descendante. Pour un contrat de publicité de whisky japonais, tu sais, que ça ne tente pas nécessairement de faire. Il y a beaucoup des appels avec sa femme, il y a des enfants à la maison. Dont il a oublié la fête, parce que quand il arrive à l'hôtel, il y a une note, c'est la première affaire. Il arrive à l'hôtel, blablabla, salut, OK, c'est tout le monde de la compagnie qui dit bonjour. Puis, vous avez ça, t'as oublié la fête de ton fils. Ouais, c'est ça. OK. Ça dit beaucoup. C'est ça, sa vie privée, il la traîne jusqu'au Japon. Là, il reçoit des échantillons de tapis. Là, il est comme Bourgogne. Je fou, là. Tabarouette. C'est l'appel. T'avais raison. Le Bourgogne, c'est le meilleur. Mais il est complètement off. Mais d'ailleurs, c'était l'acteur parfait pour ça. Là. Mais d'ailleurs, l'affaire du whisky, là. Ouais. C'est arrivé pour vrai. Oui, c'est vrai, hein? À son père. Avec Kurosawa. Kurosawa qui réalisait le truc, puis son père comprenait rien. Dans le fond, c'est Francis qui était devant. Je sais pas. C'est vraiment qu'elle disait, c'est ça, il est allé là-bas pour faire une pub, mais comme je sais pas si les deux, ils réalisaient où il était devant. Je sais pas. Le que j'ai compris quand elle expliquait, c'est qu'il était devant, mais il comprenait pas, genre, tout passant en japonais, puis il était comme off, puis comme le réalisateur, tu sais, qui parle, qui dit 10 000 affaires. Puis comme, il veut juste que tu lèves le verre. Il veut juste que tu regardes la caméra. Il me semble qu'il a dit autre chose. Clairement, il a dit autre chose. La scène du photoshoot aussi, il est comme, fait comme James Bond. C'est ça, il s'en fout. Là. Il y a beaucoup d'improvisation quand t'apprends après. Tu fais, wow, c'est sûr. C'est sûr, là. Ils ont juste comme, alors chez vous là, on pogne tout, là. C'est quand même drôle, c'est ça. Elle a gagné le meilleur scénario, mais son scénario est très, très lousse. Vraiment, ouais. C'est pas très jasant. Lui, je sais pas si c'est le moins jasant de tous ses films. Non, Somewhere doit battre des records. Somewhere. Presque rien qui se dit là-dedans. Ouais, c'est ça. J'avoue que lui est seul, là. Tu sais, il est pas. Il est chez eux dans son char ou dans un hôtel, piscine, en fait. Genre. Tandis que, tu sais, c'est ça. Bill Murray puis l'autre sont tout le temps autour de gens, tu sais. Il y a comme des trucs qui se passent, mais c'est pas des dialogues, tu sais. C'est comme... Surtout quand Bill Murray puis Scarlett sont ensemble, il y a pas... C'est pas des longs échanges. Tu sais, ils parlent, mais c'est des phrases courtes, des ils se comprennent tout de suite. C'est ça qui est fou, la chimie est parfaite. Il y a quelque chose. Ils savent, c'est ça. Mais tu vois, j'ai marqué Bill sur l'elliptique, je l'ai annoté ici. Oui. Pour les... tu sais, parce que ça complète un peu ce qu'on disait sur les thèmes, les gens un peu sur le nerd, ça, puis... Mais c'est des gens, souvent, ils ont le désir de vouloir reprendre un contrôle. Mm-hmm. Cette scène-là, c'était exactement ça. C'est l'espèce de... Il veut reprendre... il essaie de reprendre il s'entraîne, ça marche pas. Genre. Mais c'est cette espèce de truc-là qu'il est pas capable d'avoir un truc fluide. Il y a quelque chose dans la machine qui marche pas. Ouais. Puis c'est ça. Est-ce que c'était Scarlett? Tu sais, c'est ça. Ça leur faisait du bien d'être ensemble, mais je pense que les deux, ça les a comme... commencer à avancer à machine et le film finit. Il y a quelque chose de... la fin est tellement quelque chose aussi. Là. Ça a l'air cliché là, de courir après quelqu'un après y avoir dit bye. Là. Mais la manière que c'est fait, l'exécution, la tune Just Like Honey de Jesus and Mary Chain que j'adore, le shoegaze en général dans ce film-là, la musique, je la trouve écœurante. Et justement, d'aller chercher Scarlett puis d'y dire quelque chose dans l'oreille qu'on va pas entendre, on peut s'imaginer. Mais il a dit quoi? Je sais, il y a tellement c'est ressorti dans des entrevues, il aurait peut-être dit ça, puis des spécialistes ont essayé d'écouter le son pour comprendre, mais gars, on s'en fout tellement, c'est pas ça l'important. Non, c'est ça, mais parce que dans le scénario qui est disponible sur Internet, il y a une ligne, mais c'est clairement pas ça qu'il a dit. Ouais. Parce que ce qu'il dit, c'est beaucoup plus long. Ouais. Dans le scénario, ce qu'il dit, c'est I'm gonna miss you too. Ouais, OK. Parce qu'il dit ça avant. 20 minutes avant. Ou peut-être pas 20 minutes, mais vers la fin, quand il fait « je m'en vais », tout ça, il dit « je vais m'ennuyer ». Puis lui, il répond pas. Ouais. C'est pour ça que plus tard, il repeint puis « je vais m'ennuyer aussi ». Ouais. Mais c'est pas ça qu'il a dit. Mais l'affaire, c'est qu'il y a comme du monde qui ont comme entendu. Et là, moi, je l'ai écouté avec des écouteurs. OK.
puis on entend mieux. Ouais. Et c'est sûr qu'il marmonne, c'est très d'un grave. Puis comme je pense, c'est ça. C'est vraiment ça. Comme je suis pas mal sûr d'avoir entendu ce que les gens disaient. C'était vraiment juste que il parlait de John, qui est son chum à elle. C'est ça. Il dit quand lui va retourner à un autre truc de voyage, promets-moi de lui dire. Mais de lui dire, c'est comme pas clair. De lui dire pour nous deux ou de lui dire que tu veux. Mais c'est comme pas clair. C'est vraiment juste de lui dire, mais de lui dire quoi. Il y a comme une ambiguïté même dans son truc. L'espèce de. Promets-moi de lui dire. Puis il s'en va. Ah, c'est un super film. Ouais, super vraiment beau un beau film. Puis c'est souvent le cas, là, mais tu peux, étant donné que le scénario est mince, il n'y a pas vraiment d'histoire, tu peux te faire spoiler tous ces films, puis tu vas avoir du fun pareil. Surtout, lui, c'est un bon exemple. Là. Pour vrai, là, on a tellement parlé, mais même si vous ne l'avez pas vu, je pense que vous allez tirer un plaisir si ça vous intéresse. Là. Parce que, ultimement, c'est un break-up movie. Parce que, elle, comme on l'a mentionné tantôt, elle a écrit ça pendant que son mariage, je ne sais pas si elle était mariée, mais en tout cas, sa relation avec Spike Jonze était en train de tomber aux chiottes. Je pense pas que c'était fini. Peut-être qu'au moment du tournage, c'était fini, mais quand elle a écrit, c'était pas fini. Fait qu'il y avait cette espèce de... Il est tout le temps parti shooter avec ses rockstars. Moi, je sais pas trop où je m'en vais. Puis il y avait ce fantasme-là, parce qu'elle a dit en entrevue qu'elle est profondément une grande romantique. Mais c'est le plus loin qu'elle peut aller dans l'espèce de comédie romantique. Puis je trouvais que c'était plus beau, ça. Il y a quasiment quelque chose de plus romantique dans le non... Dans le non romantique. C'est pas que c'est pas... Mais non amoureux. Dans le non avoué. Là, C'est comme... Ils s'attirent. En même temps, ils ont comme, je sais pas, là, 40 ans. Ils ont un bon écart. Là, c'est ça. C'est pas clair. Puis ça peut être qu'une histoire d'amitié, comme deux personnes qui sont... on est bien ensemble, on parle, c'est le fun, puis ça sera ça, tu sais. Ils vont même se toucher un peu la main. C'est super subtil quand ils sont dans le lit. Puis la ils main sont un peu c'est la main. Mais elle adore. Ouais, je pense qu'il touche le pied. Il touche le pied parce qu'elle est comme recroquevillée, puis il écoute le film. Mais sa main est là. Tu sais, c'est super juste comme, subtil. il tient le pied, mais... C'est ça, c'est pas clair. C'est ça, c'est pas clair, mais c'est clair en le voyant. C'est clair en le voyant. On poursuit avec Marie-Antoinette en 2006, à ne pas confondre avec le téléfilm québécois de Francis Leclerc et Yves Simoneau, mettant en vedette Karine Vanasse. Même titre, même année. Ah ouais, hein? J'avais oublié cette patente-là complètement. Mais celui-là, est inspiré d'un roman de début 2000-2001, Marie-Antoinette de Journey, qui est une perspective différente. Évidemment, le film n'est pas un film historique comme les autres. Tu m'as déjà dit par Messenger cette semaine comme quoi tu t'es emmerdé solide. J'ai peut-être même dit que c'est un des pires expériences de ma vie. J'ai eu de la misère. Mais moi, j'en ai déjà parlé souvent. Déjà, là, les perruques, les affaires. Moi, tu me parles en partant. Fait que je pense que ça n'a comme pas aidé, tu sais, le côté non-histoire, très veg, des films sur l'ennui. Et fait que là, moi, ça m'ennuyait que c'était comme des pugs. Fait que là, je m'accrochais pas. Là, j'avais de la misère. Puis l'affaire, c'est que, je l'ai écouté plusieurs années plus tard. Il y a beaucoup la mise... Déjà, le poster, la mise en marché est très pop colorée. Ouais. Ça part de même, le premier plan, très comme... comme une peinture, un plan fixe, c'était sec, c'est gâteau, parce que c'est une référence à Marie-Antoinette qui a un peu envoyé chier le peuple, qu'ils aillent manger du gâteau. Et, fait que je me dis, OK, ce ton-là, puis après ça, c'est pas vraiment ça. C'est trop long l'installation parce que c'est tout cérémonial. Tu sais, c'est la rencontre avec Louis XVI, qui est vraiment un personnage très veg. Tu sais, c'est un bon acteur, Jason Schwartzman, mais là-dedans, il était tout le monde même dans la vie. Là, mais... Ouais, c'est ça. C'est que Jason Schwartzman, l'interprétation est veg comme ça se peut pas, zéro intéressant, off, là, très, très off. Là. Puis c'est beaucoup comme justement, un mariage, un genre de messe quelconque, un truc cérémonial, avec des plans larges, bien du monde, des costumes, puis tout ça. C'est vraiment plate le premier 10 minutes. Là. C'est comme, embarque, même plus que 10 minutes, parce que ça prend 17 minutes avant qu'elle se rende en France. OK, c'est ça. C'est plus long que je pensais. C'est très long. Non, je regardais le temps. Non, mais moi, puis, tu sais, je veux pas... Après ça pogne de quoi un peu plus? Ouais, un peu plus tard, mais j'étais déjà comme plus là.
c'est parce que l'affaire, c'est ça. Puis je vais pas ultra bâcher. Après ça, je vais embarquer dans ce qui il fait, ce fait que là. Ça, c'est mon expérience à moi. Et ce qui va arriver, si on parle on parle mettons qu'on parle d'un œuvre, il y a des temps d'un film qu'on fait ça peut connecter. Puis l'affaire, c'est que moi, c'est qu'à la base, vu que je m'attendais à être dans le pop, dans la réécriture de la patente. Ouais, anachronique. Puis j'appréhendais ça me tentait déjà pas tant. Puis là, me faire que, c'est pas tant ça, jusqu'à ça prend 1 heure avant que ça jazz plus. Ouais. Là, je fais, OK, non, là, OK, c'est pas ça, je pensais, mais pas en tout. Fait que là, je pédalais contre la patente. Ouais. Mais ça reste comme, j'ai dit tantôt, ces thèmes sont là. La royauté, la personne qui n'est pas à sa place. En tout cas, qui essaie de trouver son identité à travers cette patente-là. Qui se faisait quoi faire. Tu vas faire un enfant. C'est de la pression d'avoir un enfant. Puis c'est la pression de la société sur la femme. Tous ces thèmes sont là. Je comprends exactement pourquoi elle est allée là. Mais je comprends pourquoi elle s'est fait tuer aussi à Cannes. Mais c'était pas peut-être pas unanime. Là. Il y a eu quand même des bonnes critiques. Il y a eu des bonnes critiques. C'est les Français qui étaient pistes. Puis je comprends. Parce que moi, ça m'a ultra gossé. C'est en anglais, là. C'est ça. Ça, c'est peut-être sa dernière fois, je vais bâcher, mais je comprends l'idée. Moi, c'est pas tant le fait que c'est en anglais. Ce qui me fuckait, c'était les niveaux dans le sens, OK, elle est autrichienne, fait que t'es une actrice américaine qui fait pas d'accent. Elle joue avec son accent, mais sa mère, c'est une Britannique. Fait que là, elle a un accent, puis comme son valet, je sais pas trop, Steve Coogan, qui lui aussi est britannique. Qui garde son accent pas mal. Lui, il garde son accent. T'es 2 Britanniques autrichiens, mais là, tu fais comme... Tu sais, si au moins, mettons, Kristen a dit, OK, je prends l'accent britannique. Mettons, on met tout le monde sur des accents. C'est ça, le même. Là, après, t'arrives en France, c'est des Américains. Il y a un Français, un moment donné. T'as Mathieu Malric qui est là un peu. Oui, mais comme 30 secondes, mais il y a un moment donné, quelqu'un qui amène le premier repas. Il parle en français. Il parle en français. OK. Quand ils ont un enfant, la petite fille a dit quelques mots en français. Je suis comme, qui a appris par le français? On parle tout anglais là-dedans. Ça m'a fucké. Puis je peux comprendre l'espèce. OK. Puis je comprends que tu t'en fous. Puis il y a quelque chose de comme. C'est très postmoderne dans le sens qu'elle elle s'en fout bien raide. Puis dans un sens, j'apprécie, mais ça me mêlait. Après ça, tu as Tom Hardy qui apparaît à la fin. Il parle avec son accent britannique. C'est comme, est-ce qu'il fait un Autrichien, il fait un Britannique ou il fait un Français? Je sais plus. De l'autre là, qui est comme qui va comme coucher, qui va être potentiellement le père des enfants. Là. C'est comme pas tant dit, là, mais il couche avec Marie-Antoinette. Le soldat, il vient de... C'est un Deutsch, mais comme, lui aussi, il parle américain. Je suis comme, what the fuck, qui se passe ça? C'est un shit show de comme savoir qui est qui, mais je comprends. Je comprends l'idée qu'on s'en fout. Mais... Trouvez-vous une ligne directrice, puis assumez-la jusqu'au bout. Là, c'est ça. Puis moi, de toute façon, j'irai pas au bat pour ce film-là. Je vais pas en train de te contre-argumenter parce que je l'ai sûrement plus aimé que toi, mais ça n'a pas été un coup de cœur pour la plupart des mêmes raisons que tu as dit. Mais c'est aussi l'appréhension que je m'en faisais, moi, qui était différente de la tienne. J'avais oublié ce côté-là bonbon, puis anachronique avec les tunes actuelles. Je le savais, mais j'avais oublié. Fait que, tu sais, quand c'est arrivé, les premières tunes, puis là, tu vois des trucs qui ne font pas, puis tu fais OK, là, je suis plus intéressé parce qu'on déroute un peu du classique que moi, j'aime pas puis je trouve long. Donc, là, pas si pire. Mais évidemment, ça n'a pas été suffisant pour me charmer. Mais il y a une belle DOP là-dedans. C'est sublime. Au décor, puis tout est là dans ils sont sûrement à Versailles pour vrai, en plus. Je sais pas les intérieurs. Je sais que la cour, quand ils sont dehors, c'est le vrai Versailles. Mais il y a aussi, je pense, dans la vraie chambre de Marie-Antoinette, qui est sur un musée trucs, maintenant. Là, mais c'est ça. Il y a des trucs qui sont en dedans, mais je sais pas à quel point. C'est super beau, tu sais, puis il y a un bon rythme. À un moment donné, ça pogne un rythme. C'est lent au début. C'est comme en 3 actes. Le début est vraiment long. On va tout installer. Là, t'as le milieu. Ils sont pas tous de même durée. Fait que je dis le milieu, mais ça arrive peut-être aux 3 quarts. Là. Mais la deuxième partie, plus OK, on sort au bal. Puis il y a plus de tunes. T'as des montages avec les gâteaux. T'as des trucs un peu Wes Anderson. Là, là, tu sais, quand on voit comme. Mais je sais pas si c'est Versailles, mais on voit un truc de loin. Ça me rappelait un peu, qui a fait plus tard, mais l'hôtel. Grand Budapest. Grand Budapest. Il y avait quelque chose dans les teintes pastel. Puis moi aussi, j'ai pensé beaucoup. Il y avait quelque chose là-dedans. Là. Puis la fin qui va être plus... Elle n'est pas longue non plus, cette période-là, mais elle est plus sombre. Puis c'est plus le côté politique. Là, avec la montée. Faut la montée la révolution. Il faut qu'il se sauve. Donc, il y a quand même des tons différents, mais...
comme c'est mal dosé. On pourrait résumer ça de même aussi. On aurait aimé ça voir la guillotine, mais en tout cas. Oui, c'est ça, ouais. Tant qu'à ça. Non, mais c'est ça. C'est plus, je pense, je m'attendais à tout d'un bout à l'autre. Vas-y, comme. C'est ça. On dirait que. Puis quand ça pétait, pour moi, c'est comme. Ça aurait rendu pas assez. Je pensais que t'allais. Moi, je pensais qu'elle était all out, puis c'est pour ça que les Français étaient pistes, parce qu'elle défaisait trop la patente. Mais tu sais, il y a quelque chose de très postmoderne. Puis, tu sais, quand je disais que ça fit aussi avec l'idée qu'elle était la fille d'une royauté. Oui, ça marche au bout, là. Puis qu'elle veut péter ça, tu sais. Marie-Antoinette veut péter les codes. Coppola pète les codes un peu de ce genre-là. Elle essaye, tu sais. Ouais. C'est comme si... Tu sais, puis je comprends, tu sais, en l'analysant après de manière intellectuelle, tu sais, le côté que ça part très... Ou très, en tout cas, quand même assez carré. Ouais, c'est très drette, là, ouais. Quand même, faire qui c'était ça, les films d'époque, puis mais non, je veux être moi-même, tu sais, je veux pas être mon père, qui était plus classique. Tu sais, je comprends tout ça, mais c'est comme quasiment plus un truc intellectuel que ressenti, tu sais, comme, c'est ça. Ouais, comme spectateur, ça passe par-dessus la tête. Un petit peu. Ouais, non, effectivement. Et puis, ben là, elle a fait Somewhere, on a déjà glissé un mot que j'ai réécouté, puis c'est un film, on n'en parlera pas longtemps, je sais que tu l'as pas vu, mais ça a gagné le Lion d'Or à la Mostra de Venise, puis c'était Tarantino qui était le président du jury, puis il disait, puis j'ai vraiment fait, c'est vrai, c'est juste un film qui vit beaucoup en toi après l'avoir vu, tu sais, parce que là, on est vraiment dans le non-histoire, là, dans la contemplation d'un personnage. Ben, ce qu'elle voulait dire, c'était qu'après Marie-Antoinette, qui était un gros tournage, beaucoup de gens, beaucoup d'affaires, puis patente, elle voulait faire comme l'inverse, et l'inverse, c'était faire un film qui se passe à rien. Il se passe à rien, c'est vraiment qu'un... Il n'y a pas de figurant, rien. C'est comme, on est mini-équipe. Puis c'est l'histoire d'un gars. J'ai été super girly. Elle est ailleurs. Elle est ailleurs. Je vais faire l'histoire d'un gars parce qu'elle a dit, là, tu sais, évidemment, c'est une femme, elle fait... Tous ses films ont des femmes comme principales. Ouais. Mais là, elle était comme, tu sais, Marie-Antoinette, je suis allé vraiment girly, puis tout. Puis là, c'était plus pop. Puis là, fuck it, là, je vais comme péter ça parce que sinon, elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle aurait fait si elle avait continué. OK. Je comprends. Ça prenait une cassure, là. Ouais, une cassure pour après ça. Qu'est-ce qui a suivi, là? Un changement de DOP aussi, là, c'est Iris Saviz là, qui a fait beaucoup de films avec Woody Allen, Noah Baumbach. Il a fait Elephant, il a fait beaucoup de films avec Gus Van Sant, il a fait The Game, Zodiac. Je vois, mettons, le genre avec Elephant, là. Ouais. Je vois le Fait que là, c'est un changement pour bien des affaires. La contemplation, elle s'inspirait un peu de, je sais pas si tu connais celui-là, mais John Dillman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles. Nope. C'est un film aussi long que le nom, là. Ouais. Donc, 3h20 d'une femme au foyer qui fait un peu de prostitution, mais qui va faire, grosso modo, des tâches ménagères. Ouais. Donc, il est super lent, contemplatif. Donc, il y avait un peu de ça. Et parce que c'est juste que c'est peut-être pas un film pour être réécouté. T'sais, moi, je l'avais aimé la première fois, je l'ai réécouté, puis je l'ai moins aimé parce que tu vas pas trouver plus d'affaires. Mais en y repensant, puis en lisant là-dessus, tu fais comme c'est la solitude et l'ennui. C'est vraiment l'ennui. Et le revers. C'est une vedette, en fait. Ben, c'est une vedette, c'est ça, c'est un acteur qui est en tournée de promotion. Là, mais grosso modo, tu le vois jamais sur un plateau de tournage, à part la première entrevue, d'un junket, puis juste le bout plate. C'est ça que j'ai. Moi, je l'ai pas vu. J'ai vu des images, mais c'est ça qu'elle disait, c'est qu'elle voulait. Puis ça revient à ce qu'on disait, c'est qu'elle a côtoyé beaucoup ce monde-là jeune, puis elle a vu beaucoup l'envers de la médaille, elle a vu beaucoup son père faire plein d'entrevues, puis les acteurs, puis souvent qu'elle entendait ça, juste comme... OK, je repars de faire le tour mondial, puis ils vont me poser les mêmes 8 questions. Exact. Puis comme comparé à Apocalypse Now. Là, il y a justement une scène de conférence, puis il répond pas aux questions. Il essaie de répondre, puis il se fait poser une autre question, puis il se fait poser une autre question. C'est vraiment clever sur plusieurs points. Il y a une scène où il s'en va se faire un maquillage vraiment intense là, pour mouler un masque. Là, fait que là, j'ai vu ce plan-là. Fait que là, il se fait mettre de la je sais pas quoi là, autour de la face, fait qu'il peut à peine respirer. Un genre de plâtre, il y a juste des trous pour le nez, il entend rien, il voit rien. Puis là, il est laissé tout seul pendant que ça sèche. Ouais. Et là, tu as vraiment un travelling ou un zoom, plus un zoom très, très lent d'1 minute et demie sur lui au centre de l'image où il n'y a aucun son. Ça peut être...
emmerdant du point de vue de bien des gens, ben là, il se passe rien, mais ça dit tout dans ce plan-là. Ben oui, mais first, il y a la perte d'identité, l'espèce de... Ben oui. Oui, t'es hyper connu, mais là, ton toi-même n'est plus rien. C'est comme ton image qui est ta personne. Et puis, ben le côté non-glamour de la patente. Ben oui, c'est un film d'action, c'est nice. Ouais, ouais, je passe 3 heures par jour dans un masque ou en maquillage, coiffure. T'sais. Mais tu sais, ils le disent souvent, puis ils font des blagues. Là, mais tu sais, mettons Marvel ou tout ça, qui a fait bien des. Tu sais, ils font j'étais 3-4 heures dans la chaise le matin. Je me suis levé à 4 heures du matin. Faire maquiller pendant 4 heures, c'est long, là. C'est long à tabarouette, ouais. Tu vas payer des millions, oui, mais tu sais, c'est le temps que ça. Le temps que tu es assis là, tu penses pas que tu penses vraiment. Juste que, c'est long. Ensuite, il y a eu The Bling Ring en 2013, donc qui est inspiré d'un fait vécu, d'un article dans Vanity Fair, des jeunes adolescentes et un gars qui ont fait des vols de personnalités connues dans les années entre 2008 et 2009. Donc, ils ont volé Paris Hilton plusieurs fois, parce qu'ils s'en rendaient même pas compte, c'est-à-dire à quel point ils étaient riches. Mais Orlando Bloom, Lindsay Lohan, Megan Fox, ils allaient chez elle, puis ça avait l'air tout le temps facile, genre il rentrait parce que c'était débarré ou trouvait la clé en quelque part. Là. Je trouvais que ça n'avait pas de sens, mais quand je suis allé lire, ça a l'air que c'était vraiment ça. C'était bon, OK. Donc, avec Emma Watson là-dedans, les autres jeunes, je les connaissais pas vraiment. Donc, c'est très flashy là, à mettre le paquet. Elle revient un peu avec ben de la musique, beaucoup de musique, un montage plus rapide, quelque chose de plus ado. C'est pas un film que tu réfléchis vraiment longtemps après qu'il soit terminé. Donc, on peut continuer puis revenir à The Big Wheel qu'on a déjà installé au début du podcast. Et j'ai bien aimé, moi. Oui. Oui, je m'attendais pas à aimer ça, en fait, parce que là, on est dans un autre film d'époque. Là, on est pendant la guerre civile. C'est pas la même époque que Marie-Antoinette, mais quand même, là, ça reste que j'ai bien aimé le côté dark, puis le non-dit tout le long du film aussi. Ça n'est que du non-dit. Mais c'est que du non-dit, mais tu sais, il y a encore une fois pas beaucoup de dialogue, mais il y a tellement d'intentions que tu peux décoder. On fera pas l'histoire parce qu'on l'a fait au début, mais justement, Colin Farrell qui arrive dans une petite communauté de 7 filles et il y a une relation différente avec chacune des 7. C'est ça qui est le fun. Puis ils sont pas banals, ils ont toutes leurs raisons, tu sais. Il y en a une, c'est elle qui l'a trouvé. Fait qu'il y a comme t'es ma meilleure amie, t'es mon allié ici. Alors qu'avec l'autre, Kirsten Dunst, c'est plus amoureux. On va s'évader, tu sais, on va faire de quoi. Avec Nicole c'est ça. Avec Nicole Kidman, c'est ambigu aussi. J'ai l'impression que ça change beaucoup. Ouais, parce qu'elle est plus dure à aller. Ouais, c'est ça. C'est la patronne plus religieuse. Là, puis comme pas sûr, mais l'autre, quand il dit qu'il veut partir, là, c'est après qu'elle, il a dit, un moment donné, il dit que non, j'ai rien qui me retient, puis tatata. Puis c'est plus tard, quand il fait, il y a une petite porte, il commence je veux voir l'ouest, puis tu pourrais peut-être partir avec moi. Mais tu sais, Beguiled, c'est ça, ça veut dire envoûté. En français, c'est les proies, là, mais c'est peut-être pas la meilleure traduction. Mais c'est envoûté, mais d'une manière pas nécessairement tout le temps pernicieuse, mais il y a quelque chose, il y a comme une volonté de... Je vais rentrer dans ta tête. Je vais rentrer dans ta tête. Là, c'est ça, renoue avec ses thèmes, beaucoup de... Il y a quasiment plus de liens aussi avec Virgin dans l'idée d'un homme... Ouais. Tu sais, dans ces années-là, on s'entend, c'est un monde d'hommes, ils sont en train de faire la guerre tout le long. Ça, j'ai aimé le début de comme elle ramasse les champignons, puis on entend les bruits sourds de fusils, de canons. Mais pas trop fort. Puis juste quand, OK, c'est là-bas. Les hommes sont en train de se péter sa gueule, puis nous autres, on fait l'école. On apprend le français. On s'occupe du jardin, puis c'est comme... Ça, je trouvais ça nice. Puis là, l'homme arrive, change toute la patente. Tu te dis, il a l'air gentil, mais lui, en même temps, il sait que, il est dans le camp ennemi. Fait qu'il... Tu sais, je suis pas sûr que c'est quelque chose de très, genre... je pense pas qu'il rentre dans leur tête d'une manière... nécessairement méchant, mais il veut trouver une porte de sortie. Là, il veut comme faire genre, ils vont-tu justement appeler les rouges? Là, me déclarer. Me dire qu'on a un prisonnier. Puis, fait que tu sais, il y a comme ce truc-là qu'on sait pas vraiment ses intentions. C'est sûr qu'à la fin, il snap bien raide, mais
tu comprends, mais en même temps, là, il devient vraiment... Il y a un côté aussi gaslighting qui rentre, là, parce que là, il est comme « Vous autres, vous... » Puis là, il commence à tout blâmer. C'est comme « Mais t'as quand même essayé de jouer avec leurs sentiments. Tu as cherché quelque chose, là, tu sais. » En tout cas, je trouvais ça intéressant, ce jeu-là. Peut-être juste, tu sais, ma seule critique, mais en même temps, c'est que c'est basé aussi sur un livre. Sur un livre, il y a des petits moments que... je trouvais que ça sautait vite, mais j'imagine, c'est ça, c'est l'idée que... Tu sais, sauter vite dans les intentions des filles, tu sais. Parce qu'il y a des jeunes, il y en a qui sont un petit peu plus réticentes, là, les plus jeunes, au début, c'est un bleu, puis... Là, ça change tout dans la scène de vrai. Non, il est beau. Puis... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est la petite bémol que je me dis, c'est probablement parce que c'est ça, vu que c'est un livre, il a fallu qu'elle condense. Puis là, tu as 7 filles aussi à gérer. Il y en a qui on voit un peu moins dans le truc, mais tu as quand même bien des relations à gérer dans ta tante. Il faut ça suive. Je l'ai comme un peu pardonné. Ouais, c'est ça, il faut que ça se développe. Il y a une vidéo sur YouTube où elle parle juste de la scène le premier repas où il était invité. Elle en parle pendant, je sais pas, 15 minutes, là, une vidéo du Vanity Fair, justement. Ouais. Puis c'est super intéressant, tu sais, elle explique toutes ses décisions de caméra, puis tout. Puis je me suis dit, crime, je l'écouterais pour tout le film de même. Elle était vraiment intéressante, tu sais, puis elle a l'air comme juste bien relax, puis tu vois bien des images sur le plateau, puis il y a Colin Farrell qui disait que c'était un des meilleurs tournages qu'il a vécu dans sa carrière parce qu'il était tellement bien. Tu sais, c'est sûr, il est couché sur un lit tout il est couché tout le long, il se fait laver. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, c'est un plateau qui était super accueillant puis relax. Ouais, mais Sophia a l'air de cette vibe. Elle a une vibe vraiment mollo, là, tu sais. Pas grand-chose qui a l'air de la stresser dans la vie. Non, exact. Je trouvais ça intéressant qu'elle explique justement dans une scène, puis c'est assez différent de ce qu'elle a fait sur un point de vue technique aussi. Les thèmes sont là, comme tu l'as dit, mais point de vue technique, d'éclairage, on n'est pas dans des couleurs pastel, on n'est pas dans quelque chose de... On est dans quelque chose de ultra sombre. Il faut fermer la lumière chez vous ou quitter ça le soir parce que, vous savez, la lumière de dehors, vous verrez rien. Là, c'est tellement dans la noirceur tout le long. Donc, une DOP super belle. Puis, tu sais, il n'y a pas toute l'action du premier film avec Clint Eastwood que je n'ai pas vu non plus, mais j'ai regardé la bande-annonce, puis les bandes-annonces de cette époque-là, il explique tout là, avec une voix off qui raconte tous les moments du film, mais il y a des explosions, il y a beaucoup de guns. C'est un film de Clint Eastwood, là, tu sais. Alors que là, du point de vue des femmes, vraiment plus terre-à-terre là, et subtil, je trouve que ça a l'air nettement meilleur. Oui, c'est ça. Puis il y a un fusil, parce qu'il y a une école en un, puis affaire, là, tu sais, quand elle sort, on le voit pas. Parce qu'elle l'a comme dans sa robe, puis après ça, elle le cache dans son dos. Mais quand elle sort, elle est rendue le plus loin possible de la caméra. On le voit presque pas dans son dos. C'est très comme on verra pas le fusil. Là. Je pense que c'était un peu un gag justement sur le plateau. Là, je fais un film avec un western là, avec un gun puis de la guerre. Alors que, non, elle est quand même fidèle à elle-même tout de même. Là, non, c'est ça. C'est un film sur les champignons et les cours de français. Voilà. C'est pas mal ça. Elle a fait... Moi, j'ai écouté hier On the Rocks. Ah, t'as réussi à mettre la main. J'ai réussi. C'est ça. C'est sur Apple dans TV. C'est la secte d'Apple, ça, cette affaire. C'est produit niaisage d'Apple. Il y a à peu près 100 personnes qui ont ça, puis ils me font chier. Ah non, c'est mauvais. C'est la plateforme de streaming qui a le moins de gens. Je sais, moins cher aussi, mais en même temps, c'est tellement tough d'y avoir accès. Ça te prend un identifiant Apple. Je ne sais pas à quel point tu peux t'en faire un si tu n'as pas un Apple, mais quand tu en as un, tu peux quand même l'écouter en te connectant sur un PC. Mais c'est juste compliqué pour rien, alors que toutes les autres, là, tu rentres ton numéro de carte, ça prend 4 secondes, tu peux écouter le film tout de suite. Là, ça m'a pris du temps. Là. Ça marche sur n'importe quelle plateforme. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, il y a plus de gens qui ont des Android. Mais oui, j'entrerai pas là-dedans. Non, mais je suis tellement d'accord. Mais bref, un mot sur le film qui est vraiment sympathique. J'aimais ça. Là, les thèmes changent aussi parce que, tu sais, elle est faite à l'aube de la cinquantaine. Fait que là, je pense qu'il y avait autre chose qui entrait en ligne de compte. La maternité. Elle se sent moins seule. Elle se sent moins seule, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme le personnage de Rashida Jones qui... Comment, bon, divorcée ou à divorce? Elle est suspicieuse de son chum, Marlon Wayans, qui joue là-dedans, qui est toujours en voyage d'affaires. Donc, elle va juste faire appel à son père, Bill Murray, qui vient voler le show. Là. Il est super drôle, mais il est fidèle à lui-même, même s'il a pris un coup de vieux là, à 70 ans, mais il est super bon. Et donc, lui, qui est un ancien, qui était un millionnaire, en tout cas très riche, là, il a été un playboy, puis je pense que c'est un marchand d'art, whatever. Donc, lui, il a tout le temps, il a plein de contacts, il a un chauffeur, puis il vit une autre vie vraiment différente de sa fille.
Puis ils vont connecter parce qu'il va justement l'embarquer dans une espèce d'enquête là, à leur façon. Là. Ben, gars, on va aller l'espionner, on va aller voir si ton... Puis elle est comme, oui, mais c'est peut-être qu'on va assister à la fin de mon couple, là, puis faut pas qu'on rie, c'est pas drôle, c'est pas excitant, là, tu comprends-tu? C'est pas excitant. Alors que lui, il est comme, nice, attends, on va aller checker ça, tu sais, avec les longues vues, là, puis... il y a la relation père-fille qui avait pas été tant là. Ce qu'elle assumait pas dans Lost in Translation. Ouais, c'est ça. Et là, qui est là, donc c'est un bon moment, là, c'est... Ben, si jamais vous réussissez... Apple TV fait faillite, on va peut-être mettre la main là-dessus. Ouais, c'est peut-être le seul moyen. Donc, voilà. Hey, c'était le fun. Donc, oui. Ça plaisait. Tu m'as surpris par cette finale, mais oui. C'est ça. C'est comme les fins de Sofia Coppola. On finit ça là.